Ils disent que la vérité vous libérera. Ils ne mentionnent jamais qu'elle pourrait vous détruire avant. Je suis assise ici pour mon 64e anniversaire, tenant une carte qui a bouleversé mon monde. Encore une fois. L'écriture est indubitable, des traits nets et assurés qui signaient autrefois des lettres d'amour, des listes de courses et des papiers d'hypothèque. Une écriture qui appartenait à un fantôme. Joyeux anniversaire. Je ne suis jamais parti. Regarde au sous-sol. 20 ans. 20 ans à le croire mort. 20 ans à porter son absence comme une pierre dans ma poitrine. 20 ans à être la veuve qui ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas lâcher prise, ne pouvait pas accepter que parfois les gens disparaissent tout simplement. Mais les fantômes n'écrivent pas de carte d'anniversaire. L'enveloppe est apparue sous ma porte ce matin comme un serpent glissant dans l'herbe. Pas de cachet de la poste. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom écrit de cette écriture familière sur du papier couleur crème qui semblait cher entre mes doigts. J'ai failli le jeter. Presque. Après 2 décennies de silence, on apprend à se méfier des surprises. On apprend que les bonnes nouvelles ne sont généralement pas enveloppées de mystère. On apprend que les morts restent morts, et les vivants, eh bien, les vivants mentent. Mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Peut-être était-ce la façon dont la lumière du matin éclairait le bord de l'enveloppe. Peut-être était-ce l'odeur de pluie menaçante devant la fenêtre de ma cuisine. Peut-être était-ce le simple fait d'avoir 64 ans vous donne désespérément besoin de tout type de connexion, même dangereuse. La carte était générique. Des fleurs, des paillettes et « Joyeux anniversaire » en lettres roses tourbillonnantes. Le genre qu'on prend à la caisse du supermarché quand on a oublié quelqu'un d'important. Mais à l'intérieur, c'est 7 mots de sa main, « Joyeux anniversaire ». Je ne suis jamais parti. Regarde au sous-sol. Mes mains se sont mises à trembler. Pas le léger tremblement de l'âge, mais le tremblement violent de la reconnaissance. De la terreur. De quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mais qui avait le goût du poison. Laissez-moi vous parler de 2005. Laissez-moi vous parler de l'année où mon mari a disparu et a emporté ma raison avec lui. Le 15 mars. Un mardi. Il m'a embrassé au comptoir de la cuisine, le café encore chaud dans sa tasse, le journal plié à la section sport. À ce soir, a-t-il dit, comme tous les matins depuis 18 ans de mariage. Je ne l'ai jamais revu. Sa voiture a été retrouvée 3 jours plus tard au bord de la rivière, les clés sur le contact, le portefeuille sur le siège passager. Sa veste était soigneusement accrochée au crochet de la banquette arrière. Pas de mots. Pas d'explication. Juste une absence là où un homme était autrefois. La police a parlé d'un suicide probable. Dépression, ont-ils dit. Stress financier. Crise de la quarantaine. Ils avaient des statistiques et des théories et cette forme particulière de condescendance douce réservée aux épouses en deuil qui posent trop de questions. Mais je connaissais mon mari. Je connaissais sa routine matinale, sa tasse de café préférée, sa façon de fredonner faux sous la douche. Je savais qu'il préparait la fête des 16 ans de notre fille. Je savais qu'il avait acheté des billets d'avion pour rendre visite à sa mère à Marseille. Les hommes suicidaires n'achètent pas de billets d'avion. Mais savoir et prouver sont 2 choses différentes, séparées par un océan de doute. Le sous-sol. Dieu, le sous-sol. Je l'avais évité pendant 20 ans. Ni consciemment, ni dramatiquement. Juste, il fallait toujours faire d'autres choses. La lessive pouvait attendre. Le rangement pouvait attendre. Le sous-sol pouvait attendre une éternité. Après sa disparition, j'y étais descendu une fois. À la recherche d'indices, peut-être. À la recherche de réponses. À la recherche de quoi que ce soit qui pourrait expliquer pourquoi mon mari s'était évaporé comme la brume matinale. Je n'ai rien trouvé. Des cartons de décoration de Noël et de vieux albums photos. Son matériel de pêche encore accroché à des hameçons comme s'il allait revenir le chercher. L'odeur de poussière et de vieux béton et autre chose, quelque chose qui me serrait la poitrine et me faisait transpirer les paumes. Je n'y suis jamais retourné. Jusqu'à aujourd'hui. La carte d'anniversaire était posée sur ma table de cuisine comme une preuve. Comme une confession. Comme une bombe prête à exploser. J'ai fait du café les mains tremblantes. Je me suis fait porter pâle au travail. J'ai fixé ces 7 mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans mes rétines. Joyeux anniversaire. Je ne suis jamais parti. Regarde au sous-sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est jamais parti? Jamais parti où? Cette maison? Cette ville? Cette vie? Et pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, après 20 ans de silence? J'ai pensé à appeler la police. J'ai pensé à appeler ma fille. J'ai pensé à faire comme si de rien n'était, à jeter la carte, à aller travailler, à vivre le reste de ma vie sans réponse. Mais je vis sans réponse depuis 20 ans. Et l'ignorance me tue à petit feu. L'escalier du sous-sol craquait sous mon poids. Les mêmes 17 marches que j'avais comptées 1000 fois avant sa disparition. La même 8e marche cassée qui vous prenait les pieds si vous ne faisiez pas attention. La même odeur de moisi qui signifiait la maison, l'histoire et les choses qu'il valait mieux laisser tranquilles. L'interrupteur a cliqué.
Les ampoules fluorescentes se sont allumées, projetant des ombres crues sur les cartons et les meubles oubliés. Tout était exactement comme je l'avais laissé il y a 20 ans. Des cannes à pêche, des décorations de Noël et le vélo d'appartement qu'il avait acheté avec tant d'enthousiasme et utilisé exactement 3 fois. Mais quelque chose semblait différent. Anormal. Comme quand on entre dans une pièce et qu'on sait que quelqu'un y est passé, même si tout semble intact. J'ai commencé à chercher. Méthodiquement. Désespérément. Cherchant quoi? Je ne savais pas. Un signe. Un indice. La preuve que je ne perdais pas la tête. Derrière le chauffe-eau, à l'endroit où le mur de béton rejoignait les fondations, je l'ai trouvé. Une pierre détachée. Artificiellement détachée. Délibérément détachée. Mes ongles raclaient le béton tandis que je la dégageais. Derrière, une cavité. Une cachette. Un secret qui attendait d'être découvert depuis 20 ans. À l'intérieur de la cachette, une boîte en métal. Ignifuge. Fermée à clé. La clé était scotchée sous son établi. Bien sûr que oui. Il cachait toujours des doubles de clés dans des endroits évidents, pensant être malin. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Des photos. Des dizaines. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux doux. Des enfants qui semblaient des inconnus. Fête d'anniversaire, matin de Noël et vacances en famille auxquelles je n'avais jamais participé. Documents. Acte de naissance d'enfants dont je n'avais jamais entendu parler. Un acte de mariage daté de 6 mois avant sa disparition. Un acte de mariage avec son nom et la signature d'une autre femme. Lettre. Lettre d'amour. De sa main. Appeler quelqu'un d'autre, mon chéri. Promettre à quelqu'un d'autre, pour toujours. Et en bas, une nouvelle identité. Carte de sécurité sociale, permis de conduire, passeport. Le tout avec sa photo et un nom différent. Philippe Bernard. Né à Lyon. Marié à Marie-Claire Bernard. Père de jumeaux Lucas et Jules. Mon mari n'était pas mort. Il avait juste pris un nouveau départ. Le sol semblait bouger. Les murs semblaient se refermer. 20 ans de chagrin, 20 ans d'interrogation, 20 ans à me reprocher de ne pas avoir vu les signes, tout cela s'est effondré dans cette unique et dévastatrice vérité. Il m'avait quitté. Pas pour une autre femme, même si c'était aussi ça. Il m'avait quitté pour une autre vie. Une autre famille. Une autre version de lui-même qui ne m'incluait pas. Assise au sous-sol, entourée des preuves de sa trahison, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, brisé depuis longtemps. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui m'avait soutenu pendant 2 décennies d'incertitude. Mais ensuite, lentement, quelque chose d'autre a commencé à surgir. Pas exactement de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus froid. Quelque chose de plus dangereux. La clarté. J'ai passé la semaine suivante dans une étrange sorte d'animation suspendue. Je me suis laissé emporter par le cours de ma vie quotidienne tandis que mon esprit assimilait cette nouvelle réalité. Travail, course, journal du soir. Des choses normales qui me semblaient soudain absurdes. Ma fille a appelé. « Comment s'est passé ton anniversaire, maman ?» a-t-elle demandé, et j'ai entendu l'inquiétude prudente dans sa voix. Sa façon de me parler depuis 20 ans, comme si j'étais de verre. Intéressant, lui ai-je dit. Très intéressant. Elle n'a pas insisté. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas insister. J'ai fait des recherches. Détective privé. Option légale. Que se passe-t-il quand on simule sa propre mort? Que se passe-t-il quand on commet la bigamie? Que se passe-t-il quand la vie entière de quelqu'un repose sur un mensonge? Il se trouve que beaucoup de choses se produisent. Rien de bon. Philippe Bernard, la nouvelle identité de mon mari, n'était pas difficile à trouver. Il vivait à Toulouse depuis 20 ans. Il travaillait comme chef de chantier. Il entraînait l'équipe de foot de ses fils. Il faisait partie d'un club cycliste. Il vivait dans une maison avec une porte rouge et des jardinières ornées de géraniums. Il paraissait plus âgé sur les photos que j'ai trouvées en ligne. Plus gris. Plus doux sur les contours. Mais ses yeux étaient les mêmes. Les mêmes yeux qui m'avaient regardé par-dessus la table du petit-déjeuner pendant 18 ans. Les mêmes yeux qui m'avaient menti chaque jour. Marie-Claire avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. Le genre de bonheur qui naît de la conviction d'être aimé, vraiment aimé, par quelqu'un qui vous a choisi avant tout le monde. Je me demandais si elle savait.
Si elle se doutait. Si elle restait éveillée la nuit à se demander pourquoi son mari l'appelait parfois par un autre nom dans son sommeil. Je me demandais si elle méritait de connaître la vérité. La confrontation, quand elle a eu lieu, n'a rien eu à voir avec ce que j'avais imaginé. Pas de confrontation dramatique. Pas de retrouvailles larmoyantes. Pas de moment de justice digne d'un film. Je suis simplement allé à Toulouse un jeudi matin et je l'ai attendu devant le chantier où il travaillait. 20 ans d'interrogation, et il m'a fallu 3 heures assises dans ma voiture pour obtenir des réponses. Il m'a vu en premier. J'ai vu son visage passer de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui aurait pu être de la peur. Il a regardé autour de lui comme s'il envisageait de s'enfuir. À 67 ans, où irait-il? Claire, a-t-il dit en marchant lentement vers ma voiture. Il a utilisé mon nom comme une prière. Comme une excuse. Comme une question. Bonjour, Michel, dis-je en utilisant délibérément son vrai nom. Lui rappelant qui il était. Nous nous sommes assis dans un café près du chantier. Nous avons commandé un café, aucun de nous deux ne voulait. Nous nous sommes regardés après 20 ans de silence. Tu es censé être mort, dis-je finalement. Je sais. Je t'ai pleuré. Je t'ai pleuré. J'ai passé 20 ans à croire que je t'avais trahi. Je sais. Et toi? Sais-tu vraiment ce que tu m'as fait? De près, il paraissait plus vieux. Épuisé par le poids d'un mensonge. J'ai essayé de te le dire, tant de fois. Mais tu étais si content, si posé. Je ne savais pas comment dire que j'étais en train de me noyer. Alors tu as décidé de te noyer seul? J'ai décidé de nager. Le pire, ce n'était pas la trahison. C'était la façon dont il la présentait comme raisonnable. Comment il s'était convaincu que partir était plus gentil que rester. Que disparaître valait mieux que me décevoir. Que me laisser croire qu'il était mort était plus clément que de demander le divorce. J'allais revenir, a-t-il dit, et j'ai failli le croire. Après 1 an ou 2. Après avoir compris. Mais Marie-Claire est tombée enceinte, et les garçons avaient besoin d'un père, et tu semblais aller bien. Je n'allais pas bien. Tu travaillais. Tu avais des amis. Tu as rejoint ce club de lecture. J'ai rejoint un groupe de soutien aux personnes en deuil. Sa tasse de café a heurté la soucoupe. Oh! 20 ans de supposition. 20 ans à imaginer ma vie sans prendre la peine de regarder. 20 ans à croire que son absence était, en quelque sorte, préférable à sa présence. Que veux-tu? A-t-il finalement demandé. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Pas seulement à moi. À tes fils. À Marie-Claire. À tous ceux qui ont cru à tes mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. Plus maintenant. Je les aime. Tu m'as aimé aussi. Autrefois. C'est différent. Comment? Il ne pouvait pas répondre. Ou ne voulait pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de différence. Je ne l'ai pas dit à Marie-Claire immédiatement. Je le voulais. Mon Dieu, je voulais me rendre chez elle avec ma boîte à preuves et voir son monde s'écrouler comme le mien. Je voulais qu'elle ressente l'angoisse particulière de découvrir que toute sa vie repose sur la tromperie d'autrui. Mais la vengeance est un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas à 64 ans. Pas après 20 ans de guérison. Au lieu de cela, j'ai engagé un détective privé. J'ai fait des copies de tout. J'ai consulté des avocats. J'ai monté un dossier non pas pour me venger, mais pour obtenir justice. Le système judiciaire est lent lorsqu'il s'agit d'usurpation d'identité, de bigamie et de 20 ans de mensonges. Des mois de paperasse, de déposition et de date d'audience. Des mois à revivre la trahison en termes juridiques. Mais finalement, la vérité a du poids. Finalement, les mensonges s'effondrent sous leurs propres contradictions. Marie-Claire m'a écrit après le début de la procédure judiciaire. Une lettre dans un anglais soigné, pleine d'excuses, de confusion et d'un chagrin que je reconnaissais. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle écrit. Je ne l'aurais jamais fait, si j'avais su, je suis tellement désolée. Elle aussi était une victime. Une autre femme qui avait cru aux promesses d'un homme. Une autre femme qui avait bâti sa vie sur du sable. Je lui ai répondu. Nous avons commencé à correspondre. À comparer nos notes. À partager nos histoires. À trouver du réconfort dans une trahison partagée. Il s'avère qu'il lui avait annoncé que sa première femme était morte dans un accident de voiture.
Il lui avait même montré de fausses coupures de journaux. Il m'avait peiné en face d'elle, tandis que je le peinais à vider les salles. L'audace de la chose était presque impressionnante. Les garçons Lucas et Jules ont été le plus dur. 18 ans, quand les mensonges de leur père l'ont finalement rattrapé. 18 ans et découvrant que toute leur identité était bâtie sur la fraude. Ils m'ont écrit aussi. Des lettres furieuses au début. Ils défendaient leur père. Ils me traitaient de menteur. Ils menaçaient de poursuites judiciaires. J'ai compris. J'avais eu 18 ans. J'avais cru en la droiture de mes parents. Je pensais que l'amour suffisait à surmonter tous les obstacles. Le temps et l'épreuve ont apaisé leur colère. Peu à peu, leurs lettres sont devenues des questions. Qui était leur père avant de devenir Philippe Bernard? Comment était-il? Les a-t-il jamais évoqués? La vérité était complexe. Oui, il avait mentionné vouloir des enfants. Oui, il avait parlé d'être père. Mais il avait aussi abandonné la vie où ses rêves auraient pu se réaliser. J'ai essayé d'être honnête sans être cruel. Ils méritaient de connaître leur père, même si l'homme qu'ils avaient connu était en grande partie une fiction. Ma fille a eu du mal à accepter cette révélation. Elle avait passé 20 ans à pleurer un père qui avait choisi de la quitter. 20 ans de chagrin pour un homme qui avait simplement décidé qu'elle ne valait pas la peine qu'on la garde. Comment pardonner ça? M'a-t-elle demandé un soir, assise dans ma cuisine, là où la carte d'anniversaire avait tout déclenché. Je ne le fais pas, ai-je répondu. Le pardon est pour les accidents. Pour les erreurs. Pour ceux qui regrettent le mal qu'ils ont causé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu laisses tomber. Pas pour lui. Pour toi. Tu arrêtes de supporter ses choix comme si c'était ta faute. Cria-t-elle cette nuit-là. 20 ans de deuil retardé trouvent enfin leur voie. 20 ans à se demander si elle avait suffi à maintenir son père en vie, découvrant qu'elle n'avait pas suffi à le maintenir présent. Mais elle suffisait. Elle avait toujours suffi. Son départ était dû à sa lâcheté, pas à sa valeur. La procédure judiciaire s'est terminée en un murmure, sans éclat. Michel Philippe, quel que soit son nom, a été reconnu coupable d'usurpation d'identité et de bigamie. Condamné à une peine de probation et à des travaux d'intérêt général. Condamné à une restitution pour l'argent de l'assurance que j'avais perçu après sa mort présumée. Il a conservé sa nouvelle identité. Sa nouvelle famille. Sa nouvelle vie. J'ai gardé ma vérité. Marie-Claire et moi sommes devenus des amis improbables. Deux femmes liées par la trahison et une compréhension commune de la capacité d'un homme à mentir. Elle a divorcé. Elle est retournée à Paris avec les garçons. Elle a recommencé à 0 à 45 ans. Tu le détestes? M'a-t-elle demandé lors d'une de nos conversations téléphoniques. Non, ai-je répondu, me surprenant moi-même par mon honnêteté. Je le plains. Imagine avoir si peur de décevoir les gens que tu préfères les laisser croire que tu es morte. Je le déteste parfois, a-t-elle admis. De m'avoir rendu complice de ton mal. De m'avoir fait passer pour l'autre femme sans le savoir. Tu n'étais pas l'autre femme. Tu étais une autre victime. Nous méritions tous les deux mieux qu'un homme qui traitait l'amour comme un problème de mathématiques, quelque chose à résoudre plutôt qu'à vivre. Le sous-sol a l'air différent maintenant. Plus propre. Plus lumineux. J'ai fait sceller la cachette, repeindre les murs, nettoyer le sol de 20 ans de secrets. J'y vais parfois. Non pas pour me cacher, mais pour me souvenir. Pour me rappeler que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut mieux que le plus beau des mensonges. Je pense parfois à la carte d'anniversaire. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi cet instant? Était-ce de la culpabilité? Était-ce de la peur? Était-ce une version déformée de l'amour? Je ne le saurai jamais. Et j'ai appris à accepter de ne pas tout savoir. Certaines questions n'ont pas de réponse. Certains mystères sont faits pour rester irrésolus. Ce qui compte, c'est que je le sache maintenant. Je sais à qui j'étais mariée. Je sais qui j'ai pleuré. Je sais qui je suis. La semaine dernière, j'ai reçu une autre carte. Celle-ci de Lucas et Jules. Une carte pour la fête des mères, même si je ne suis pas leur mère. Merci de nous avoir montré à quoi ressemble la vérité, ont-ils écrit. Merci de ne pas nous laisser vivre dans le mensonge. On m'appelle Tante Claire maintenant. Tante Claire. Une famille par choix plutôt que par le sang. Une famille par vérité partagée plutôt que par tromperie partagée. Marie-Claire envoie parfois des photos.
Les garçons sont à l'université maintenant. Ils étudient l'ingénierie et la littérature. Ils construisent leur vie sur des fondations d'honnêteté. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Un veuf qui la fait rire. Quelqu'un dont elle a vérifié l'histoire, dont elle a étudié le passé, dont elle a confirmé la vérité. Échaudé craint l'eau froide, plaisante-t-elle. Mais il y a de la sagesse dans la prudence. Il y a de la force à exiger des preuves. Ma fille et moi parlons plus maintenant. Nous parlons vraiment. À propos de son père, du passé, du poids des secrets des autres. Je comprends maintenant, m'a-t-elle dit récemment. Pourquoi tu n'arrivais pas à aller de l'avant? Tu ne plairais pas un homme. Tu plairais un mystère. Les mystères sont plus difficiles à enterrer que les corps. Ils te suivent partout comme des ombres, murmurant des questions auxquelles tu ne peux répondre. Mais j'en ai assez d'être hanté par les choix des autres. J'en ai assez de porter une culpabilité qui ne m'a jamais été imposée. J'en ai assez de me demander si j'étais à la hauteur alors que le problème n'était jamais ma valeur. J'habite toujours dans la même maison. Je bois toujours mon café dans la même tasse. Je lis toujours le journal plié à la section qu'il préférait. Mais j'ai reconquis les espaces qu'il a laissés derrière lui. Le sous-sol est désormais mon atelier. Le garage est mon atelier. La chambre d'amis est ma bibliothèque. J'ai comblé son absence de ma présence. J'ai remplacé son fantôme par ma vie. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé s'il était resté. S'il avait choisi l'honnêteté plutôt que la tromperie. S'il avait choisi le divorce plutôt que la disparition. Nous aurions pu être amis. Nous aurions pu coparenter notre fille avec grâce. Nous aurions pu tous les deux trouver le bonheur sans nous trahir. Mais ce n'est pas l'histoire que nous avons vécue. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. La maison sent différemment maintenant. Pas comme des secrets et des vérités non dites. Comme une possibilité. Comme la liberté. Comme un foyer. J'ai 65 ans maintenant. Assez vieux pour savoir que le bonheur n'est pas une destination mais une pratique. Assez vieux pour choisir la paix plutôt que la justice. Assez vieux pour comprendre que certaines batailles se gagnent en refusant de se battre. Je ne sais pas où est Michel maintenant. Je ne sais pas s'il est toujours Philippe Bernard ou s'il a choisi un autre nom, une autre vie, un autre mensonge. Je m'en fiche. Son histoire n'est plus la mienne. Ses choix ne sont plus mon fardeau. Ses mensonges ne sont plus ma vérité. Ils disent que la vérité vous rendra libre. Ils ont raison. Mais ils ne mentionnent jamais que la liberté n'est pas l'absence de douleur. C'est la présence du choix. J'ai choisi d'ouvrir cette enveloppe. J'ai choisi d'aller au sous-sol. J'ai choisi d'affronter le passé. J'ai choisi de chercher la vérité. Et maintenant, je choisis de la laisser partir. Non pas parce que je lui ai pardonné. Non pas parce que je comprends ses choix. Non pas parce que je pense qu'il mérite la paix. Mais parce que je mérite la paix. Parce que je mérite une vie qui ne soit pas définie par son absence. Parce que je mérite d'être plus que la femme dont le mari a disparu. Je suis plus. J'ai toujours été plus. La carte d'anniversaire est dans le tiroir de mon bureau maintenant. Ni cachée, ni affichée. Preuve d'une vérité qui a tout changé et rien changé. Tout parce que maintenant je sais. Rien parce que je suis toujours celle que j'ai toujours été, une femme capable d'aimer, digne de vérité, méritant d'être présente. Son départ était dû à sa lâcheté, pas à mon inadéquation. Ses mensonges concernaient sa peur, pas mon échec. Son absence concernait son incapacité à rester, pas mon incapacité à être suffisante. Je suis suffisante. J'ai toujours été suffisante. Ce soir, je prépare le dîner pour Marie-Claire et les garçons. Ils sont en visite de Paris, et Lucas veut voir où vivait son père. Il veut comprendre l'homme qui lui a donné la vie, mais pas la vérité. Je vais lui montrer le sous-sol. La cachette. La preuve de la double vie de son père. Mais surtout, je vais lui montrer ceci, une femme qui a survécu à la trahison. Qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Qui a construit une vie sur des fondations d'honnêteté après 20 ans de mensonges. Je vais lui montrer à quoi ressemble la force. À quoi ressemble la guérison. Ce que signifie se réapproprier son histoire des mains de quelqu'un qui a essayé de vous l'effacer. C'est mon histoire maintenant. Pas l'histoire de la femme dont le mari a disparu. Pas l'histoire de l'épouse qui a été abandonnée. Pas l'histoire de la victime qui n'a pas pu aller de l'avant. C'est l'histoire de la femme qui est allée au sous-sol. Qui a trouvé la vérité.
Qui a choisi de la vivre? C'est l'histoire de la femme qui a survécu au mensonge et a construit une vie sur ce qui était réel. C'est mon histoire. Et je continue de l'écrire.